L'idiot par Fyodor Dostoïevski, première partie, chapitre 12. Kolya conduisit le prince tout près de là, à la perspective Liteynaïa, dans un café au rez-de-chaussée duquel s'était installé Ardalian Alexandrovitch. Il était assis dans une petite pièce à droite, comme un vieil habitué, une bouteille devant lui et l'Indépendance belge dans les mains. Il attendait le prince. Dès qu'il le aperçut, il posa son journal et entra dans des explications animées mais filandreuses, auxquelles le prince ne comprit à peu près rien, car le général était déjà passablement gris. « Je n'ai pas les 10 roubles que vous demandez, » interrompit le prince. « Mais voici un billet de 25. Changez-le, et rendez-moi 15 roubles, sans quoi je serai moi-même sans un kopek. » « Oh, n'en doutez pas, et soyez sûr que je vais tout de suite. » « En outre, j'ai une prière à vous adresser, général. Vous n'êtes jamais allé chez Nastasie Philippovna ? » « Moi ? Si je suis allé chez elle ? Vous me demandez cela à moi ? Mais j'y suis allé, et plusieurs fois, mon cher, » s'écria le général dans un accès de fatuité et d'ironie triomphante. Seulement, j'ai cessé de la voir parce que je ne veux pas encourager une alliance inconvenante. Vous l'avez constaté vous-même. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé ce tantôt. J'ai fait tout ce qu'un père pouvait faire. J'entends un père doux et indulgent. Maintenant, on verra entrer en scène un père d'un tout autre genre. Alors, on saura si un vieux militaire plein de mérite triomphe de l'intrigue, ou si une camélia éhontée entre dans une noble famille. Je voulais justement vous demander si, à titre de connaissance, vous pourriez me mener ce soir chez Nastasie Philippovna. Il faut absolument que ce soit ce soir. J'ai une affaire à lui exposer, mais je ne sais comment m'introduire chez elle. J'ai bien été présenté tantôt, mais on ne m'a pas invité, et il s'agit d'une soirée sur invitation. Je suis d'ailleurs prêt à passer sur les questions d'étiquette et à risquer le ridicule, pourvu que je puisse entrer d'une manière ou d'une autre. « Vous tombez admirablement, mon jeune ami, » s'écria le général, enchanté. « Ce n'est pas pour cette bagatelle que je vous ai prié de venir, » continua-t-il, tout en empochant l'argent. « Si je vous ai appelé, c'est pour faire de vous mon compagnon d'armes dans une expédition ou plutôt contre Nastasie Philippovna. Le général Evolguine et le prince Mychkine. Quel effet cette alliance va faire sur elle? Moi-même, sous couleur d'une visite de courtoisie à l'occasion de son anniversaire, je lui signifierai ma volonté obliquement. Pas directement, mais cela reviendra au même. Alors Gagna lui-même verra ce qu'il aura à faire, et choisira entre un père plein de mérite, et pour ainsi dire, il adviendra ce qu'il adviendra. Votre idée est éminemment féconde. Nous nous rendrons chez elle à 9 heures. Nous avons du temps devant nous. Où demeure-t-elle? Loin d'ici, près du Grand Théâtre, dans la maison Mouitovtsov, presque sur la place. Au premier, il n'y aura pas grand monde chez elle, quoique ce soit sa fête, et on s'en ira de bonne heure. Le soir était tombé depuis longtemps, et le prince était toujours là à écouter le général débiter une quantité d'anecdotes, qu'il commençait mais n'achevait jamais. À l'arrivée du prince, il avait demandé une nouvelle bouteille qu'il avait mis 1 heure à boire. Il en commanda ensuite une troisième qu'il acheva également. Il est probable qu'il eut le temps de raconter l'histoire d'à peu près toute sa vie. Enfin, le prince se leva et dit qu'il ne pouvait attendre davantage. Le général se versa les dernières gouttes de la bouteille, puis se leva aussi et sortit de la pièce d'un pas très chancelant. Le prince était au désespoir. Il ne pouvait comprendre comment il avait si sottement placé sa confiance. Au fond, il n'avait nullement placé sa confiance dans le général. Il avait seulement compté sur lui pour se faire introduire chez Nastasie Philippovna, fût-ce en provoquant quelques scandales. Toutefois, il n'avait pas envisagé le cas où le scandale serait énorme. Or, le général était complètement gris. Il parlait sans relâche avec une grandiloquence, attendrie et des larmes jusqu'au fond de l'âme. Il revenait toujours sur l'inconduite des membres de sa famille, qui avaient tout gâté et à laquelle le moment était arrivé de mettre un terme.
Ils parvinrent ainsi au bout de l'Iténaïa. Le dégel continuait. Un vent triste, tiède et malsain soufflait dans les rues. Les équipages pataugeaient dans la boue. Les fers des chevaux résonnaient bruyamment sur le pavé. La foule morne et transie des piétons déambulaient sur les trottoirs. Ça et là, on heurtait des ivrognes. Vous voyez, au premier étage de ces immeubles, des appartements brillamment éclairés, dit le général. Ils sont habités par mes camarades, et moi, dans les états de service et les souffrances l'emportent sur les leurs. Je vais à pied vers le grand théâtre pour rendre visite à une femme de vie suspecte. Un homme qui a 13 balles dans la poitrine. Vous ne me croyez pas, et pourtant c'est expressement pour moi que Pirogov a télégraphié à Paris et quitté pour un moment Sébastopol en plein siège. Pendant ce temps, Nélaton, le médecin de la cour de France, obtenait à force de démarches et dans l'intérêt de la science un sauf-conduit pour venir dans la ville assiégée examiner mes blessures. Cet événement est connu des plus hautes autorités. Quand on m'aperçoit, on s'écrie « Ah, c'est cet Ivolgine qui a 13 balles dans le corps. » Voyez-vous, prince, cette maison, c'est là que demeure en premier mon vieux camarade le général Sokolovitch, avec sa très noble et très nombreuse famille. C'est à cette maison, à 3 autres au Nevski et à 2 autres encore à la Morskaya, que ça borne aujourd'hui le cercle de mes relations. J'entends de mes relations personnelles. Nina Alexandrovna s'est depuis longtemps pliée devant les circonstances. Pour moi, je vis avec mes souvenirs, et je me délasse. Pour ainsi dire, dans la société cultivée de mes anciens camarades et subordonnés qui continuent à m'adorer. Ce général Sokolovitch, tiens, il y a pas mal de temps que je suis allé chez lui et que je n'ai vu Anna Fyodorovna. Vous savez, mon cher prince, quand on ne reçoit pas, on perd machinalement l'habitude d'aller chez les autres. Et cependant, vous me paraissez sceptique. D'ailleurs, pourquoi n'introduirais-je pas le fils de mon meilleur ami et camarade d'enfance dans cette charmante famille? Le général Ivolgine et le prince Mouchkine. Vous y verrez une ravissante jeune fille. Non pas une, mais 2, voire 3, qui sont la parure de la capitale et de la société. Beauté, éducation, tendance, questions féminines, poésie, tout cela s'harmonise dans le plus gracieux mélange. Sans compter que chacune de ces jeunes filles a pour le moins 80 000 roubles de dot en argent comptant, ce qui ne fait jamais de mal. Je passe également sur les questions féminines et sociales. Bref, il est de toute nécessité que je vous présente le général Ivolgine et le prince Mouchkine. En un mot, quel effet! Tout de suite, maintenant même? Mais vous avez oublié, commença le prince. Non, je n'ai rien oublié du tout. Montons, par ici, prenons ce somptueux escalier. Je m'étonne que le Suisse soit absent. Ces jours de fête, il est sorti. Comment n'a-t-on pas encore envoyé un pareil ivrogne? Ce Sokolovitch me doit tout le bonheur de sa vie et tous les succès de sa carrière. Il les doit à moi et à nul autre. Mais nous voici arrivés. Le prince suivait le général docilement et sans protester, afin de ne pas l'irriter et dans l'espérance que le général Sokolovitch et toute sa famille s'évanouiraient peu à peu comme un mirage inconsistant, en sorte qu'ils en seraient quittes pour redescendre tranquillement l'escalier. Mais à sa grande consternation, il vit se dissiper cette espérance. Le général l'entraînait dans l'escalier avec l'assurance d'un homme qui connaît réellement des locataires dans la maison et à chaque instant il lui faisait part de détails biographiques et topographiques dont la précision était mathématique. Enfin, arrivés au premier étage, ils s'arrêtèrent à droite devant la porte d'un luxueux appartement. Au moment où le général mettait la main à la sonnette, le prince prit la résolution de s'enfuir, mais une diversion le retint une minute. « Vous vous trompez, général, dit-il. Le nom inscrit sur la porte est Koulakov, et vous croyez sonner chez les Sokolovitch? Koulakov ne rime à rien. L'appartement est celui de Sokolovitch, et je sonne chez Sokolovitch. Je me fiche de Koulakov. On vient nous ouvrir. » La porte s'ouvrit en effet. Un domestique parut qui annonça que les maîtres n'étaient pas à la maison. « Quel dommage! C'est quand même fait exprès !» répéta à diverses reprises Ardalian Alexandrovitch, avec l'expression du plus profond regret.
Vous direz à vos maîtres, mon ami, que le général Ivolgin et le prince Mushkin désiraient leur présenter leur hommage, et qu'ils ont vivement, vivement regretté. À ce moment, on aperçut dans l'antichambre une autre personne, une dame d'environ 40 ans, en robe cendre, qui pouvait être une économe ou une gouvernante. Ayant entendu prononcer les noms du général Ivolgin et du prince Mushkin, elle s'approcha d'un air furteur et méfiant, et dit en fixant particulièrement le général: « Marie Alexandrovna n'est pas à la maison. Elle est allée chez la grand-mère avec la demoiselle, avec Alexandra Mikhailovna. » « Alexandra Mikhailovna est sortie aussi. Oh mon Dieu, quelle malchance! Figurez-vous, madame, que c'est toujours mon malheur. Je vous prie très humblement de transmettre mes hommages. Quant à Alexandra Mikhailovna, dites-lui de se rappeler, bref, faites-lui savoir que je lui souhaite de tout cœur la réalisation des vœux qu'elle formait jeudi soir en écoutant la ballade de Chopin. Elle se souviendrait. Dites bien que je la lui souhaite de tout cœur, le général Ivolgin et le prince Mushkin. Je n'y manquerai pas, répondit la dame, qui fit une révérence avec un air plus rassuré. Tandis qu'il descendait l'escalier, le général continua à exhaler ses regrets de n'avoir trouvé personne et de n'avoir pu procurer au prince une relation aussi charmante. Vous savez, mon cher, j'ai un peu l'âme d'un poète. Vous en êtes-vous aperçu? D'ailleurs, je crois que nous nous sommes trompés de maison, fit-il soudain, et d'une manière inattendue. Les Sokolovitch, je me le rappelle maintenant, ne demeurent pas là, et j'ai même idée qu'ils doivent être à Moscou en ce moment. Oui, j'ai fait une légère erreur, mais c'est sans importance. Je voudrais seulement savoir une chose, fit observer le prince d'un air abattu. Dois-je définitivement renoncer à compter sur vous et me rendre seul chez Nastasie Philippovna? Renoncer à compter sur moi? Vous rendre seul là-bas? Mais comment pourrait-il en être question alors qu'il s'agit d'une démarche capitale pour moi et dont dépend à un si haut degré le sort de toute ma famille? Mon jeune ami, vous connaissez mal Ivolgin. Qui dit Ivolgin dit mur. Appuie-toi sur Ivolgin comme sur un mur, disait-on déjà de moi à l'escadron où j'ai fait mes premières armes. Il faut lentement que j'entre en passant, et pour une minute, dans une maison où mon âme trouve depuis quelques années un délassement à ses soucis et à ses épreuves. Vous voulez passer chez vous? Non, je veux passer chez la capitaine Terentiev, veuve du capitaine Terentiev, mon ancien subordonné, et même mon ami. C'est là, chez la capitaine, que je sens mon âme renaître, et que j'apporte les afflictions de ma vie d'homme privé et de père de famille. Or, comme aujourd'hui, je me sens précisément le moral très bas. Il me semble, murmura le prince, que même sans cela, j'ai fait une grosse bêtise en vous dérangeant aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes à présent. Adieu. Mais je ne puis vous laisser partir comme cela, mon jeune ami, s'écria le général avec emphase. Il s'agit d'une veuve, une mère de famille. Elle tire de son cœur des accents qui retentissent dans tout mon être. La visite que je veux lui faire durera 5 minutes. Je suis dans cette maison presque comme chez moi. Je me laverai, je procéderai à un brin de toilette, puis nous nous ferons conduire en fiacre au grand théâtre. Soyez certain que j'aurai besoin de vous toute la soirée. C'est dans cette maison-ci, nous y voilà. Tiens, Kolya, tu es déjà là? Sais-tu si Marthe Borisovna est chez elle? Ou arrives-tu seulement? Oh non, répondit Kolya qui se trouvait devant l'entrée lorsqu'il l'avait rencontré. Je suis déjà ici depuis longtemps. Je tiens compagnie à Hippolyte, qui va plus mal. Il est resté au lit ce matin. J'étais descendu pour aller à la boutique acheter un jeu de cartes. Marthe Borisovna, vous êtes temps. Seulement, papa, vous êtes dans un état, conclut-il après avoir observé attentivement la démarche et l'attitude du général. Enfin, tant pis. La rencontre de Kolya décida le prince à accompagner le général chez Marthe Borisovna. Mais seulement pour un instant. Kolya lui était nécessaire, car il avait résolu de se séparer en tout cas du général, et il ne pouvait se pardonner d'avoir précédemment songé à l'associer à ses plans. Il leur fallut du temps pour atteindre le 4e étage où ils montèrent par un escalier de service. « Vous voulez présenter le prince » demanda Kolya dans l'escalier. « Oui, mon ami, je veux le présenter. Le général Ivolgin et le prince Mushkin. Mais dis-moi, dans quelle disposition se trouve Marthe Borisovna ?»« Vous savez, papa, vous feriez mieux de ne pas y aller. Elle va vous manger. Il y a 3 jours que vous n'avez pas mis le nez chez elle et qu'elle attend de l'argent. Pourquoi lui en avoir promis ?»
Vous êtes toujours le même? Maintenant, tirez-vous d'affaire. » Au 4e étage, ils s'arrêtèrent devant une porte basse. Le général, visiblement intimidé, poussa le prince devant lui. « Moi, je resterai ici, » balbutia-t-il. « Je vais faire une surprise. » Kolya entra le premier, une dame d'une quarantaine d'années, copieusement fardée, en pantoufles et en caraco, les cheveux noués en petites tresses, regarda de l'antichambre. Aussitôt, la surprise projetée par le général tomba à l'eau, car la dame ne l'eut pas plutôt aperçu qu'elle s'écria « Le voilà, cet homme bas et plein d'astuces. Mon cœur l'avait senti venir. »« Entrons, bégaya le général au prince. Cela n'est pas sérieux. » Et il continua à sourire d'un air innocent. Mais cela était sérieux. À peine eurent-ils franchi une antichambre obscure et basse pour pénétrer dans une salle étroite et meublée d'une demi-douzaine de chaises de paille et de 2 tables de jeu, que la maîtresse du logis reprit du ton larmoyant qui paraissait lui être habituel. « Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, bourreau de ma famille, monstre barbare et forcené! Tu m'as complètement dépouillé, tu m'as soutiré jusqu'à la meule, et tu n'en as pas encore assez. Jusqu'à quand te supporterai-je? Homme sans vergogne ni honneur! » Marthe Borisovna, c'est le prince Mouchkine. Le général Ivolgine est le prince Mouchkine, bafouilla le général tremblant et décontenancé. Croiriez-vous, fit brusquement la capitaine en se tournant vers le prince, croiriez-vous que cet homme dévergondé n'a pas eu pitié de mes orphelins? Il a tout pillé, tout volé, tout vendu ou engagé. Il n'a rien laissé. Qu'est-ce que je ferai de tes lettres de change? Homme retors et sans conscience, réponds, imposteur, réponds-moi. Cœur insatiable, où trouverai-je de quoi nourrir mes enfants orphelins? Voyez-le, il est ivre à ne pas tenir sur ses jambes. En quoi ai-je pu hériter le bon Dieu? Réponds-moi, infâme imposteur. Mais le général n'était pas en état de tenir tête à leur âge. Marthe Borisovna, voici 25 roubles. C'est tout ce que je puis faire. Avec l'aide de mon noble ami prince, je me suis cruellement mépris. Enfin, c'est la vie. Et maintenant, excusez-moi, je me sens faible, continua le général, qui planté au milieu de la pièce, saluait de tous côtés. Je défaille. Excusez-moi, Lenotchka, ma chérie. Vite, un coussin. Lenotchka, une fillette de 8 ans, courut aussitôt chercher un coussin qu'elle posa sur un divan usé et recouvert de toile cirée. Le général s'y assit avec l'intention de dire encore beaucoup de choses, mais à peine fut-il installé qu'il s'affaissa sur le côté et, tourné vers le mur, s'endormit du sommeil du juste. D'un geste cérémonieux et attristé, Marthe Borisovna montra au prince un siège à côté de la table de jeu. Elle-même s'assit en face de lui et, la joue droite appuyée sur la main. Elle se prit à soupirer silencieusement en le regardant. 3 petits enfants, 2 fillettes et un garçon, dont Lenotchka était l'aîné, s'approchèrent de la table, s'y accoudèrent et se mirent aussi à fixer le prince. Kolya apparut sortant d'une pièce voisine. « Je suis bien aise de vous avoir trouvé ici, Kolya, » lui dit le prince. « Ne pourriez-vous pas m'aider? Il faut absolument que j'aille chez Nastasie Filipovna. J'avais prié Ardayan Alexandrovitch de m'y conduire, mais le voilà endormi. Montrez-moi le chemin, car je ne connais ni les rues ni la direction. J'ai d'ailleurs son adresse, c'est la maison Mouitovtsov, près du Grand Théâtre. » Nastasie Filipovna, mais elle n'a jamais demeuré près du Grand Théâtre. Et si vous tenez à le savoir, mon père n'a jamais mis les pieds chez elle. Je m'étonne que vous ayez attendu de lui quoi que ce soit. Elle demeure place des 5 coins, près de la Vladimirskaya. C'est beaucoup moins loin. Voulez-vous que nous y allions tout de suite? Il est maintenant 9h30. Je vais vous conduire. Le prince et Kolya sortirent sur le champ. Hélas, le prince n'avait pas de quoi prendre un fiacre. Force leur fut d'aller à pied. J'aurais voulu vous faire la connaissance d'Hippolyte, dit Kolya. C'est le fils aîné de la capitaine en caraco. Il est souffrant. Il est resté toute la journée alité dans la pièce voisine. Mais c'est un garçon étrange et d'une susceptibilité à fleur de peau. J'ai eu l'impression qu'il serait gêné vis-à-vis de vous, étant donné le moment où vous êtes arrivé. J'ai moins de scrupules que lui. Chez lui, c'est sa mère qui se conduit mal. Chez moi, c'est mon père. Il y a une différence, car ce n'est pas pour le sexe masculin.
un déshonneur de se mal conduire. Il se peut d'ailleurs que ce soit là un préjugé à l'actif de la prédominance du sexe fort. Hippolyte est un excellent garçon, mais il est l'esclave de certains partis pris. Vous dites qu'il est physique? Je le crois. Plutôt, il mourra. Mieux cela vaudra. À sa place, je souhaiterais certainement la mort. Ses frères et sœurs, les petits-enfants que vous avez vus, excitent sa pitié. Si nous avions seulement de l'argent, nous nous séparerions de nos familles pour vivre ensemble dans un autre logement. C'est notre rêve. Savez-vous que, lorsque je lui ai raconté tout à l'heure ce qui vous était arrivé, il s'est mis en colère et a déclaré qu'un homme qui empoche un soufflet sans en demander réparation par les armes est un plâtre. Il est du reste profondément aigri et j'ai dû renoncer à toute discussion avec lui. Je vois que Nastasie Philippovna vous a tout de suite invité à aller chez elle. Non, c'est justement ce que je regrette. Alors comment pouvez-vous y aller? S'exclama Kolya en s'arrêtant au beau milieu du trottoir. Et puis, il s'agit d'une soirée, vous vous y rendez dans cette tenue? Mon Dieu, je ne sais trop comment je m'introduirai. Si l'on me reçoit, tant mieux. Si l'on ne me reçoit pas, l'affaire sera manquée. Quant à ma tenue, qu'y puis-je faire? Et vous avez une affaire à traiter? Ou y allez-vous seulement pour passer le temps, en noble compagnie? Non, à proprement parler, il s'agit bien d'une affaire. Il m'est difficile de la définir, mais le mobile de votre visite ne regarde que vous. Ce qu'il m'importe de savoir, c'est que vous ne vous invitez pas à cette soirée pour le simple plaisir de vous mêler à une monde d'enchanteurs, de demi-mondaines, de généraux et d'usuriers. Si c'était le cas, pardonnez-moi de vous dire, prince, que je me moquerais de vous et qu'ensevrais du mépris à votre endroit. Ici, il y a terriblement peu d'honnêtes gens. Il n'y a même personne qui mérite une estime sans réserve. On se voit obligé de traiter les gens de haut, alors qu'ils prétendent tous à la déférence, à commencer par Barbe. Et avez-vous remarqué, prince, que dans notre siècle, il n'y a plus que des aventuriers? C'est particulièrement le cas de notre chère patrie russe. Je m'explique pas comment les choses en sont arrivées là. Il semblait que l'ordre établi fût solide, mais voyez un peu ce qui en est advenu. Tout le monde constate cet abaissement de la morale. Partout on le publie, on dénonce les scandales. Chacun chez nous se fait accusateur. Les parents sont les premiers à battre en retraite et à rougir de la morale d'antan. N'a-t-on pas cité à Moscou le cas de ce père qui exhortait son fils à ne reculer devant rien pour gagner de l'argent? La presse a divulgué ce trait. Voyez mon père, le général, qu'est-il devenu? Et pourtant, sachez-le, mon sentiment est que c'est un honnête homme. Je vous en donne ma parole. Tout le mal vient de son désordre et de son penchant pour le vin. C'est la vérité. Il m'inspire même de la pitié, mais je n'ose le dire, parce que cela fait rire tout le monde. Pourtant, c'est bien impitoyable. Et les gens sains d'esprit, que sont-ils donc, eux? Tous usuriers, du premier au dernier, tous. Hippolyte excuse l'usure. Il prétend qu'elle est nécessaire. Il parle de rythme économique, de flux et de reflux. Que sais-je? Le diable emporte tout cela. Il me fait beaucoup de peine, mais c'est un aigri. Figurez-vous que sa mère, la capitaine, reçoit de l'argent du général et qu'elle le lui rend sous forme de prêt à la petite semaine. C'est écœurant. Savez-vous que maman, vous entendez bien, ma mère Nina Alexandrovna, la générale, envoie à Hippolyte de l'argent, des vêtements, du linge, etc. Elle vient même en aide aux autres enfants par l'entremise d'Hippolyte, parce que leur mère ne s'occupe pas d'eux. Et Barbe fait la même chose. Voyez, vous dites qu'il n'y a pas de gens honnêtes et moralement forts, qu'il n'y a que des usuriers. Or, vous avez sous les yeux de personnes fortes. Votre mère est Barbe. Est-ce que secourir ces infortunés dans de pareilles conditions, ce n'est pas faire preuve de force morale? Barbe agit par amour-propre, par gloriole, pour ne pas rester en deçà de sa mère. Quant à maman, en effet, je l'estime. Oui, je révère et je justifie sa conduite. Hippolyte lui-même en est touché, malgré son endurcissement presque absolu. Il avait commencé par en rire, prétendant que maman faisait cela par bassesse. Maintenant, il lui arrive parfois d'en être ému. Vous appelez cela de la force? J'en prends note. Gagna ne sait pas que maman les aide.
Il qualifierait sa bonté d'encouragement au vice. Ah, Gagnon ne le sait pas. Il me semble qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que Gagnon ne sait pas, laissa échapper le prince, tout songeur. Savez-vous, prince, que vous me plaisez beaucoup? Je ne fais que penser à ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Vous aussi, Colia? Vous me plaisez beaucoup. Écoutez, comment comptez-vous arranger votre vie ici? Je me procurerai bientôt de l'occupation et gagnerai quelque argent. Nous pourrons, si vous voulez, prendre un appartement avec Hippolyte et habiter tous les trois ensemble. Le général viendra nous voir. Bien volontiers, mais nous en reparlerons. Je suis pour le moment très désorienté. Que dites-vous? Nous sommes déjà arrivés. C'est dans cette maison. Quelle entrée somptueuse. Et il y a un Suisse. Ma foi, Colia, je ne sais pas comment je vais me tirer de là. Le prince avait l'air tout désemparé. Vous me raconterez cela demain. Ne vous laissez pas intimider. Dieu veuille que vous réussissiez, car je partage en tout vos convictions. Au revoir, je retourne là-bas et vais tout raconter à Hippolyte. Pour ce qui est d'être reçu, vous le serez. N'ayez crainte. C'est une femme des plus originales. Prenez cet escalier, c'est au premier. Le Suisse vous indiquera.